Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser au matériel et à l'usage que l'on en a. Que vous soyez le photographe de la famille, du bureau ou de la bande de potes dans lequel vous traînez, quand il y a besoin de conseils pour du matos, c'est sûrement vous qu'on vient voir en premier. Quand ça me tombe dessus, très souvent je conseille d'aller simplement en magasin tester du matériel, en voir l'ergonomie et le prendre en main, et de rester dans son budget parce que ça sert à rien de trop investir au début, je trouve. On a tous une passion à la con pour laquelle on a acheté un peu de matos et au final ça reste dans le garage et on ne s'en sert pas. Et comme la photographie ça coûte très cher, c'est pas comme le dessin par exemple, on peut s'acheter un crayon et tester. En général je conseille de ne pas investir 2000 € pour le premier appareil, tout simplement. Mais de base voilà, allez en magasin, je trouve qu'on teste un truc et si ça nous plaît on repart avec. Et c'est souvent très très bien pour commencer ce qu'on trouve dans les boutiques comme ça. Et aussi je pense qu'avec un appareil de base et un objectif standard, on peut tout faire. Paysage, de la photo de nuit, un petit peu de portrait, etc. C'est vachement bien pour découvrir la photographie. Et c'est aussi pour ça que ces kits sont faits, c'est qu'ils permettent de faire un petit peu de tout, et du coup de tester et de trouver ce qui nous plaît là-dedans. Aussi, je suis convaincu que maîtriser son matériel, c'est plus important que d'acheter du matériel spécialisé. Vous pouvez acheter le matériel le plus... voilà, si vous voulez faire du portrait, vous pouvez acheter le matériel le mieux du monde, etc. L'objectif le plus ouvert, le plus fixe, l'appareil avec le plus de piquets, le plus de pixels, etc. Si vous savez pas vous en servir, si votre technique et votre méthode et votre sens de la composition sont mauvais, vous ferez de mauvaises images au final. Donc je pense vraiment que se former et maîtriser son matériel est plus important que le matériel en soi. Du coup je vais pas vraiment faire une vidéo de guide d'achat sur le matériel, je laisse ça à d'autres, vous me connaissez, c'est pas vraiment mon credo. Mais du coup ça pose la question qui va nous intéresser aujourd'hui qui est: est-ce que l'on peut tout faire avec tous les appareils photo? Pour répondre à cette question, je vais appeler Wilhelm Flusser, qui est un petit philosophe des Sudètes, c'est une région d'Europe de l'Est, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour une philosophie de la photographie, qui est un petit livre assez court mais très dense, que j'ai trouvé vachement bien. Il coûte pas très cher, il doit coûter une quinzaine d'euros. Il est relativement avancé, c'est-à-dire si vous commencez si vous n'avez pas encore lu de choses un peu philosophiques ou réflexives sur la photographie, c'est pas forcément le premier par lequel commencer, c'est un petit peu tendu. Mais voilà, si vous êtes plus avancé, je vous le conseille, il est vraiment hyper intéressant. Dans cet ouvrage, Wilhelm Flusser parle du matériel et il en parle d'une façon que je trouve assez intéressante. Et vous allez voir que petit à petit, ce qu'il y a dans ce bouquin, ça va répondre à votre question qui est: est-ce qu'on peut tout faire avec tous les appareils? Il commence par poser une notion qui est extrêmement simple, qui est de dire que les appareils photographiques sont des appareils qui sont structurellement complexes mais fonctionnellement simples. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut une tartine d'électronique très très complexe fait par des ingénieurs qui ont fait beaucoup d'études pour faire fonctionner ces appareils. Personne aujourd'hui est capable d'expliquer comment marche concrètement un appareil photo, pièce après pièce, circuit après circuit, etc. C'est des appareils qui sont très très complexes techniquement, structurellement, leur structure est complexe, mais qui d'un autre côté, paradoxalement, sont fonctionnellement très simples. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher, et vous avez globalement que 3 paramètres sur tous les appareils, qui sont vitesse, ouverture, ISO, et vous n'avez même pas le dernier sur les appareils argentiques très souvent, et les tâches à réaliser pour les faire fonctionner sont très très simples. Même si les appareils modernes se noient sous les fonctions un peu complexes de 50 000 autofocus différents, 50 000 réglages de machin, d'enregistrement de trucs, les fonctions de base restent fonctionnellement très simple. Alors pour que vous compreniez, on peut prendre l'exemple inverse, qui serait quelque chose qui est fonctionnellement très complexe, mais qui a une structure très simple. Et ça, c'est juste les échecs, par exemple. Les échecs, c'est structurellement très simple, c'est une planche de bois avec des pièces en bois, n'importe quel débile peut fabriquer un jeu d'échecs, c'est très très simple structurellement, mais fonctionnellement les échecs c'est un jeu très complexe. Même s'il y a des IA qui peuvent nous battre à plat de couture maintenant, pour devenir un champion d'échecs et vraiment maîtriser le jeu, il faut des années de pratique et c'est vraiment pas fait pour tout le monde et il y a vraiment beaucoup de travail à mettre dedans. Le fonctionnement des échecs est très très complexe. Par contre, si on y réfléchit, dans les deux cas, que ce soit avec un appareil photo ou un jeu d'échecs, on cherche en permanence à faire de nouveaux coups. Et c'est là que Wilhelm Flusser apporte une nouvelle notion, qui est de dire que l'amateur en photographie va s'intéresser à la structure de l'appareil, sa complexité, tandis que le photographe et artiste va essayer, lui, de faire de nouveaux coups en se fichant un peu de la complexité structurelle de l'appareil. Très grossièrement, ça veut dire que les amateurs vont s'émerveiller de la complexité des appareils, c'est pour ça qu'on a plein de blogs sur la technique, etc., sur combien de pixels a tel truc, est-ce que celui-là il est meilleur, est-ce que celui-là, voilà, il marche mieux comme ci, comme ça. On s'intéresse à la complexité structurelle de l'appareil, tandis que bien souvent, les photographes artistes vont s'intéresser plutôt au fait de faire de nouveaux coups et s'intéresser plutôt à l'usage, c'est une façon de dire l'usage, de ces appareils, sans faire trop attention à combien il y a de pixels dans chaque truc, etc. Bon, ça c'est ce que dit Wilhelm Flusser. Moi je suis pas forcément d'accord avec les mots qu'il emploie pour dire ça, je suis d'accord avec un peu la séparation qu'il fait entre certains groupes de personnes qui vont s'intéresser que à l'aspect structurel du matériel et d'autres qui vont plutôt s'intéresser au coût qu'il y a à faire avec et ce qu'on peut en faire. Par contre, je suis pas trop d'accord sur le terme amateur qui est employé ici de façon péjorative. Pour moi, amateur, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Je suis assez d'accord avec la définition qui est faite dans le CNTRL, qui est le dictionnaire du CNRS, qui dit qu'un amateur est quelqu'un qui manifeste du goût ou une prédilection pour quelque chose. Un peu comme dire un amateur de vin. Ouais, c'est quelqu'un qui aime le vin. C'est pas un débutant en vin, un amateur de vin. Il n'y a pas cette notion péjorative à la base dans le mot. Mais voilà, juste à part cet aspect de vocabulaire, je suis assez d'accord avec la différence entre
plutôt les, je pourrais appeler ça les geeks de la photo, qui sont plutôt orientés sur le matos et les nouveautés, et les personnes qui vont vraiment s'intéresser à la photographie et à ce qu'on peut faire et exprimer avec en tant qu'art. Sachant que je pose pas de jugement de valeur entre les deux, hein. Si votre kiff c'est le matériel et la technique, c'est un loisir aussi bien que les autres, et faites-vous plaisir. C'est juste deux choses différentes, après, chacun s'occupe comme il veut dans la vie, et faites ce qui vous fait kiffer, quoi. Enfin, dernier point qui répond à notre question, qui est est-ce qu'on peut tout faire avec tous les appareils, que Wilhelm Flusser pose dans son livre. Il dit que l'appareil photo fait ce que veut le photographe et que le photographe doit vouloir ce que peut faire l'appareil photo. C'est une phrase très compliquée pour dire encore une fois un truc très simple, qui est de dire qu'en tant que photographe, vous êtes limité par vous ne pouvez pas outrepasser les limitations techniques de votre appareil. Si vous avez un capteur APS-C, vous pouvez pas faire de la photo moyen format avec. Voilà, c'est juste vous n'aurez pas le même rendu. C'est une limitation technique que vous ne pouvez pas outrepasser. Vous devez vouloir ce que peut faire votre appareil, mais à l'inverse, votre appareil doit faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire des choses et qu'il ne les fait pas ou qu'il les fait mal, alors qu'il est censé pouvoir les faire, c'est que c'est un mauvais appareil photo qui vous limite et qu'il y a un problème. Donc il y a un peu ce truc-là à avoir en tête. On est contraint par les limitations du matériel, mais d'un autre côté, il doit faire ce qu'on lui demande. Sinon, c'est poubelle. Du coup, personnellement, je suis convaincu qu'on peut tout faire avec tous les appareils photo et que les limitations se trouvent bien plus souvent chez le photographe, qui cherche mal ou pas assez de nouveaux coups, que dans l'appareil qui serait trop limité, ou dont la structure l'empêcherait de faire ce qu'il veut. Alors je ne dis pas que ces limitations n'existent pas, bien sûr. Ce serait par exemple très compliqué de couvrir les Jeux Olympiques avec une chambre 8x10 et des plaques de verre. C'est pas du tout fait pour, et ce serait très limitant. Mais ce que je dis juste, c'est que je considérerais que la part du photographe dans le résultat, c'est 90%, et le matériel, 10%. Et j'ai l'impression que très souvent, on a tendance à surestimer la part du matériel, alors que c'est juste la responsabilité du photographe de chercher des nouveaux coups et de trouver des façons de faire ces nouveaux coups. Pour reprendre encore une fois mon analogie avec la musique, c'est pareil qu'avec une guitare, un très bon guitariste fera sonner n'importe quel instrument de façon correcte et pourra vous jouer des trucs sympas, tandis qu'un mauvais guitariste avec une guitare custom shop à 5000 € ne vous fera rien de très bien. Mais pour vous convaincre de tout ça, du fait que l'on peut faire tout avec tous les appareils et que c'est plutôt à vous de trouver des nouveaux coups qu'aux appareils de permettre plein de choses extraordinaires, on va prendre quelques exemples un peu atypiques de photographes ayant utilisé du matériel inattendu dans certains contextes. Donc le premier exemple que je vous montre, c'est une photographie de Nick Brandt, qui est un célèbre photographe animalier, et qui fait de l'animalier au moyen format. Il est bien loin des Canon EOS D5 5000, etc. qu'on trouve qui viennent de sortir. Il utilise un Pentax 6.7 de mémoire, qui est archaïque comparé au matériel actuel, notamment celui qui est promu pour l'usage de la photographie animalière. Pas d'autofocus, il n'y a pas de rafale, et il fait 10 images par pellicule. Mais la qualité de son travail est pourtant époustouflante, il a été primé, il a fait des livres, il est connu et reconnu, comme quoi la part du photographe est vraiment importante et prépondérante dans le résultat final. Exemple suivant, c'est Eugène Adjet, qui fait de la street photographie à la chambre. Enfin, street photographie, c'est vraiment les tout débuts. C'est un des précurseurs de la photographie de rue, dans le sens où il photographiait l'espace public entre la fin du 19e et les tout débuts du 20e siècle. Il s'intéressait à la ville de Paris qui était alors en pleine transformation. Eugène Adjet prenait des photographies et les vendait aux Beaux-Arts, qui s'en servaient comme support pour faire des peintures. Donc c'est vraiment les tout débuts de la photographie de l'espace public. J'appelle ça photographie de rue, mais c'est presque trop tôt pour le faire. Mais il a fait ça avec une chambre assez lourde, même quand elle était complètement dépassée par les standards de l'époque. Donc même sur la durée des plusieurs décennies de sa carrière, le matériel a beaucoup évolué, s'est miniaturisé et compagnie, et il a continué d'utiliser sa grosse chambre lourde et archaïque jusqu'au bout. Et enfin, dernier exemple que je vous montre aussi à l'écran, Martin Parr, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, qui est un photographe anglais de l'agence Magnum, qui est un des photographes les plus reconnus actuellement, parce qu'il publie un bouquin chaque année, etc. Il est vraiment au top de sa carrière, on pourrait dire. Et lui, il utilise un réflexe pour la photographie de rue. Donc il a beaucoup photographié l'espace public britannique, toujours avec une approche humoristique et caractéristique de son travail. Encore une fois, la discrétion et l'attitude font plus que la marque ou la taille du capteur, hein. Je veux dire, Martin Parr, il travaille pas à l'hybride ou avec un micro Leica ou je ne sais quoi. Il utilise pour la photographie de rue un réflexe qui est quand même peu courant et qui va un peu dans le sens de ce que je vous disais. Le photographe est quand même prépondérant et faire des nouveaux coups est plus important que de changer d'appareil. Bon, après, il y a quand même des conseils qui reviennent très souvent, et si on donne ces conseils, c'est parce qu'ils sont vrais. On va conseiller par exemple un réflexe pour la photo d'action, sportive, animalière, etc. Les hybrides sont aussi très bien pour la photographie de rue, parce qu'ils sont plus légers, plus discrets quand on marche beaucoup, ou quand on veut ne pas se faire repérer, c'est une très bonne chose. Les télémétriques, par exemple, sont aussi très bien pour la photographie de rue, alors que ce soit des télémétriques argentiques, il y en a à tous les prix, ou des numériques de gamme moyenne ou très chère. Ils sont bien parce que vous avez un cadre.
par exemple. Donc le cadre, c'est ce qui sera dans votre photographie, et ce qui est en dehors du cadre ne sera pas dans votre image, mais vous le voyez arriver à l'écran. Donc pour la photographie de rue, pour avoir le temps de voir l'action se préparer, c'est vachement bien. De même, le moyen format, je trouve ça très cool pour le portrait. Alors moi j'utilise des moyens formats argentiques parce que les numériques sont hors de prix, et je vois pas d'intérêt à investir autant, pas une différence de qualité si énorme que ça, mais je trouve ça hyper intéressant pour le portrait, pour la profondeur de champ, pour le rendu des objectifs, etc. Mais si tous ces conseils sont vrais, ils visent pas à vous permettre de faire de nouveaux coups, ils visent simplement à rendre leur réalisation plus confortable. Quand on parle de ces conseils-là, c'est juste une question de confort. Oui, c'est plus confortable de faire de la photographie de rue avec un petit appareil un peu léger et discret qu'avec un gros réflexe, mais c'est possible comme on vient de le voir. Il s'agit juste de confort et aussi un peu de préférence personnelle. Et le sujet de cette vidéo n'est pas le confort, ici on parle de possibilités, et j'ai l'impression que très souvent on confond les deux. Oui, il est possible de tout faire avec tous les appareils photo, quasiment, à part des trucs très spécialisés, mais la différence entre certains types de matériel et d'autres, ça va être le confort. J'ai l'impression qu'on surestime beaucoup la part du matériel dans la possibilité de faire des nouveaux coups, et aussi la part du confort dans le résultat, qui n'est pas si grande que ça au final. Bref, tout ça pour dire que si on peut tout faire avec tous les appareils, je pense que la part du photographe est vraiment la plus importante et qu'on la sous-estime beaucoup, et que c'est à vous de chercher à faire des nouveaux coups avec votre matériel avant de lui mettre toutes vos limitations sur le dos. La responsabilité que vous avez est plus importante que ce que vous pensez sûrement de prime abord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager autour de vous. Si vous avez un pote qui hésite à acheter un appareil, c'est le moment de lui envoyer ça. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui devra apparaître ici. Il est gratuit et il suffit de vous cliquer pour le télécharger. Et moi je vous dis à bientôt et prenez plein de photos avec le matériel qui vous plaît.